Bonjour à tous, ici Antoine Martin, accompagné de Clara, pour votre rendez-vous quotidien avec Impact Actu à 17h09. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise économique majeure. Restez avec nous. Ben voilà, c'est 100 jours aujourd'hui. Ça fait quelques journées déjà que des médias font des sondages ou une évaluation, une appréciation des 100 premiers jours du président Trump. Sonia Drizzi, journaliste à Washington, est avec nous. Bonjour. Bonjour. M. Trump va souligner ça en fin de journée aujourd'hui, là, dans un grand rassemblement. Oui, et d'ailleurs, les célébrations, en quelque sorte, ont déjà commencé parce que ce matin, on vient d'avoir ici à la Maison-Blanche un point presse à 8h30 du matin. D'habitude, ils sont plutôt dans l'après-midi et puis ils se font rares. Mais là, c'était vraiment pour mettre en avant les succès économiques de cette administration. Et d'ailleurs, la porte-parole de la Maison-Blanche était flanquée du secrétaire américain au Trésor pour mettre en valeur, selon cette administration, les succès après notamment la mise en place des droits de douane. Et Donald Trump, en effet, va en parler que lorsqu'il sera au Michigan pour un grand discours. Il doit décoller d'ici de la Maison-Blanche vers 14h heure locale. Ouais. Bon, parlons-en du bilan économique et des tarifs parce que il y a quand même plusieurs maisons de sondage, plusieurs médias qui ont commandé des sondages à des maisons de sondage pour aller chercher l'appréciation du public. Et il y a une perte de popularité pour M. Trump, son administration en général, mais étonnamment, sur la question économique qui est censée être sa plus forte, c'est peut-être là que les gens sont le plus sévères. Oui, et c'est vraiment, je pense, des sondages qui vont beaucoup frustrer Trump parce que selon les différents sondages, sa cote de popularité tourne autour de 40%, ce qui est très bas pour un président en début de mandat. On voit en effet que, alors chez les républicains, chez les Trumpistes, il est toujours très populaire, il a peu perdu, il est autour de 88% de popularité, mais par contre, il a perdu beaucoup de points, notamment chez les électeurs indépendants et évidemment chez les démocrates, mais aussi donc c'est chez les électeurs indépendants et notamment en raison de la question économique. On voit que finalement, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de cette question des droits de douane. Alors, il y a cette pause de 90 jours, mais en fait, on le sent maintenant, il y a vraiment beaucoup d'Américains qui ont peur de ce qui va se passer. On a beaucoup parlé de la hausse des prix. Je vous rappelle que Donald Trump s'est fait élire en assurant qu'il allait réduire l'inflation à peine arrivé au pouvoir. Non seulement l'inflation n'est pas réduite, mais en plus les prix, notamment de certaines denrées alimentaires, risquent d'augmenter en raison des tarifs. On parle de l'huile d'olive, du café, et puis les gens ont peur aussi de perdre leur travail. Enfin, il y a vraiment une vraie inquiétude. Et sur ces questions des droits de douane, il a vraiment perdu des points. Et encore, il a reculé. On a vu notamment, il a reculé sur la question des droits de douane imposés à la Chine. Il est en train d'ouvrir les négociations, mais parce que je pense aussi qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment en train de lui faire perdre des points. Ouais. Est-ce que je comprends que sur l'automobile, il est en train aussi d'ajuster, reculer, redessiner son plan? Oui, c'est une question qui a été abordée encore tout à l'heure lors du point presse et en effet, on sent que face à la pression des grands groupes automobiles, il est en train de réajuster son plan et finalement de faire en sorte que cette industrie soit moins touchée. Il y a aussi un moment, je pense, qui a été très marquant la semaine dernière, c'est que lorsque justement il a dit sur la question des droits de douane concernant la Chine, que peut-être que ces tarifs de 145% étaient un peu trop élevés, qu'il allait procéder à une baisse substantielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu de temps avant, il a eu une réunion à huis clos en privé avec des grands patrons américains, notamment des grands supermarchés Walmart, Target ou encore du grand magasin de bricolage Home Depot. Et vraiment, ces patrons lui ont dit que si ça continuait comme ça avec ses droits de douane, il pourrait y avoir des rayons vides bientôt aux États-Unis. Et ça, je pense que c'est une image qui lui a fait peur, notamment alors qu'il célèbre aujourd'hui ses 100 jours, parce que c'est une image qui montrerait en quelque sorte le déclin de l'Amérique et c'est absolument ce qu'il veut éviter. Ouais. On peut écouter sa porte-parole ce matin sur ces ajustements de tarifs qui essaie d'expliquer ce qui s'en vient. The goal here is to bring back the high quality industrial jobs to the U.S. President Trump is interested in the jobs of the future, not the jobs of the past. I would just add, Megan, the president will sign the executive order on auto tariffs later today, and we will release it as we always do. Voilà, cette confirmation qu'il va signer le décret aujourd'hui, parce que son party là, de 100 jours, il le fait au Michigan, là où c'est assez sensible, merci, la question de l'automobile.
Oui, effectivement, le fait qu'il aille au Michigan, ce n'est pas du tout un hasard. C'est parce que il y a une grande industrie automobile, notamment dans la ville de Detroit. Et donc, oui, c'est le fait qu'il va signer ce nouveau décret là-bas. Eh bien, c'est évidemment extrêmement symbolique. Et vous avez passé l'image donc de la porte-parole et du secrétaire d'État américain. Le secrétaire d'État, du secrétaire au Trésor, excusez-moi, le secrétaire au Trésor américain qui a répondu aussi à l'une de mes questions. Je lui ai demandé où en étaient les négociations avec l'Union européenne. Et là, franchement, on voyait dans sa réponse que ça patinait, que ces négociations, j'ai l'impression, sont même quasiment inexistantes. Il m'a répondu, alors pour reprendre les mots de Henry Kissinger, quand on veut appeler l'Europe, on se demande qui appeler. Il a aussi dit qu'il était surtout en train de négocier avec l'Asie. Et donc, on se rend compte que finalement, ces négociations annoncées avec l'Union européenne sur les tarifs, sur les droits de douane, vraiment patinent et on n'a pas l'air d'être près d'un accord, quoi. Ouais, peut-être qu'ils en ont plein les bras avec la Chine ces jours-ci, là, c'est pas impossible du tout. Et finalement, si on parle des 100 jours, il faut parler d'affaires internationales, de la position des États-Unis. M. Trump qui est arrivé au pouvoir en se présentant comme un pacifiste, quelqu'un qui allait mettre fin. Bon, il avait utilisé l'expression 24 à 48 heures, c'était peut-être un peu optimiste, mais mettre fin aux deux guerres, là, à la fois Israël, Gaza et à la fois entre l'Ukraine et la Russie. Ça n'a pas été aussi facile qu'il l'espérait. Bien sûr, et on voit que Donald Trump est extrêmement frustré, notamment sur ce conflit en Ukraine. Lui qui avait promis dès son arrivée au pouvoir, dès le premier jour, de mettre fin à la guerre en Ukraine. On voit en fait que là, vraiment, on le sent, l'administration se heurte à la réalité. D'ailleurs, eux-mêmes sont en train de le dire parce que Marco Rubio, le secrétaire d'État, a dit que cette semaine allait être une semaine cruciale. Il a également déclaré qu'il y avait des raisons d'être optimiste, mais qu'il y avait aussi des raisons d'être réaliste. Et on sent que maintenant, Donald Trump lui-même, qui ces derniers temps disait qu'il était plus facile de négocier avec le président russe que le président ukrainien, commence à se heurter à la réalité. Il dit peut-être que j'ai été mené en bateau, que je suis mené en bateau par Vladimir Poutine. Il dit aussi que peut-être que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Donc on sent que cette administration, est plus réaliste, et surtout cette administration qui a largement favorisé le côté russe, même dans le plan de paix sur la résolution du conflit en Ukraine, c'est clairement avantageux pour le côté russe. Mais là, elle perd patience. Donald Trump est extrêmement frustré. Et si ça continue comme ça, il a prévenu, il pourrait se retirer, prendre ses distances avec les négociations. Sonia Drizzi, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. La tendresse à Washington. Alors, Richard, le président Trump va prononcer dans les toutes prochaines minutes un discours. C'est pour souligner ses 100 jours de présidence dans l'État du Michigan. C'est un État qu'il était fier d'avoir remporté en novembre dernier. Pourquoi il a choisi cet État? Bon, c'est un État mythique, Julie, pour Donald Trump, le Michigan, un de ces fameux États pivots qu'il a remporté lors de la dernière élection et qu'il avait aussi remporté en 2016. La dernière fois, en novembre dernier, c'était par à peine 80 000 voix sur 5 550 000 personnes qui s'étaient prononcées, 1,4 point d'écart par rapport à Kamala Harris. Mais il faut remonter à 2016, comme je te disais, Julie, parce que il avait tenu dans le Michigan son dernier rassemblement de campagne. Et passé minuit, le jour du vote, il avait déclaré que la classe ouvrière américaine allait enfin riposter. Ça a beaucoup résonné. Et c'est à cette classe ouvrière qu'il doit la victoire, ces deux dernières victoires. Alors, il vient leur parler parce que le Michigan, Julie, souffre déjà, est affecté déjà lourdement par ces tarifs douaniers qu'il impose à l'industrie automobile, tu sais, qu'on fabrique des autos, on se les envoie d'un bord à de l'autre de la frontière ontarienne. Son but est justement de leur expliquer que ces politiques visent à raffermir ce secteur manufacturier américain. Il y a du travail à faire parce que au Michigan, déjà, là, on voit que ces politiques économiques font mal. Le taux de chômage n'a pas arrêté de grimper au cours des 3 derniers mois ou des 100 derniers jours, si tu préfères. Il s'établit à 5,5% dans le Michigan, qui est pas mal plus haut que la moyenne nationale. Mais il reste qu'on se trouve là, l'électorat MAGA traditionnel, les ouvriers blancs, des travailleurs de la classe moyenne. Et c'est pas inintéressant, Julie, de souligner que la gouverneure démocrate de l'État, Gretchen Whitmer, constamment perçue comme une potentielle candidate à la présidence, a dit qu'elle était elle était réceptive à trouver des terrains d'entente avec Donald Trump. Alors, on verra le ton qu'il va avoir ce soir. Là, on le voit, des images de Warren dans le Michigan où, dans les prochaines minutes, il va commencer à parler. Et parmi les
promesses qu'il a faites en campagne électorale, Richard. Il y a celle où les Américains semblent lui reconnaître le plus de succès. C'est vraiment la lutte à l'immigration. Et je suis persuadé, Julie, qu'il va mettre l'accent, entre autres, sur ça aussi ce soir. Pas étonnant, d'ailleurs, qu'à la Maison-Blanche, on ait ouvert sa semaine de célébration des 100 jours avec ce thème-là. Les sondages montrent que tous les Américains sont loin d'être convaincus, Julie, mais ça reste le secteur où son taux d'approbation est le plus élevé. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes, Julie. Là. Je te donne un repère. Le mois dernier, 264 personnes ont été appréhendées chaque jour à la frontière mexicaine. 264. Il y a un an, au mois de mars, c'était 4488. Alors, ça te donne une idée du succès qu'on a connu de ce côté-là. Il y a 139 000 personnes qui déjà ont été expulsées depuis le 20 janvier. Puis, il n'a pas fini avec ses politiques répressives sur ce plan-là. Il a signé des décrets exécutifs hier. Je fais référence à deux d'entre eux, par exemple. Il a décidé de dénoncer les villes sanctuaires où on n'aide pas justement la police de l'immigration à faire le plein des sans-abri qui se trouvent dans les villes. Puis l'autre, on force maintenant les routiers, tu sais, les conducteurs, les chauffeurs de camions lourds à parler anglais. On leur retire le droit de conduire leur camion s'ils ne parlent pas anglais. Merci beaucoup, Richard. Bonne soirée. Une scène pour le moins curieuse lors d'un rassemblement de Donald Trump hier soir. Le candidat républicain a arrêté de parler, s'est mis à danser pendant 39 minutes. D'ailleurs, un chanteur bien connu des Québécois n'est pas très content que Donald Trump se soit déhanché sur sa musique. Marie-Lise Mormina. Let me hear that music, please. Here we go, everybody. Cette scène plutôt étrange, où l'on voit Donald Trump danser, a eu lieu lors d'un rassemblement public avec des électeurs en Pennsylvanie lundi soir. Quelques instants plus tôt, 2 spectateurs ont subi un malaise, possiblement en raison de la chaleur. Hold it, please. A doctor, please. Doctor. Donald Trump a ensuite cessé de prendre les questions et il a suggéré d'écouter de la musique. Celle-ci a joué pendant une trentaine de minutes. Because of them, we ended up with some good music, right? Right? This is the man! Kamala Harris et son équipe ont de nouveau soulevé des questions sur la santé mentale de Donald Trump. Sur le réseau social X, la vice-présidente écrit « Hope he's OK. J'espère qu'il est correct ». Lors de cette soirée, le public a entre autres pu entendre « Alléluia » interprété par Rufus Wainwright. L'artiste a dénoncé cette utilisation sur sa page Instagram. La chanson « Alléluia » de Leonard Cohen est devenue un hymne à la paix, à l'amour. Voir Trump et ses partisans communier sur cette musique hier soir était le comble du blasphème. La publication indique qu'une mise en demeure a été envoyée. Et après cette soirée dansante, mardi, Donald Trump a défendu son plan économique lors d'une entrevue devant public avec le média Bloomberg. We're going to bring the companies back. We're going to lower taxes still further for companies that are going to make their product in the USA. We're going to protect those companies with strong tariffs because I'm a believer in tariffs. Pour une première fois mercredi, Kamala Harris accordera une entrevue à la chaîne Fox News. Le même média doit aussi diffuser un rassemblement de Donald Trump en Géorgie. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles.